Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Thoré, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP, et nous allons aborder, dans le cadre de cette vidéo, des éléments de correction du sujet qui a été proposé dans le cadre du concours de la magistrature 2024 en droit civil à destination des étudiants du premier concours, et il s'agissait donc d'une dissertation. Quel était l'intitulé de cette dissertation? Le sujet portait sur le juge et l'amiable. Alors, ce sujet, le juge et l'amiable, était assez attendu. Il était assez attendu pour plusieurs raisons. Tout d'abord en raison des différentes réformes contemporaines, en raison également des ambassadeurs de l'amiable, mais surtout en raison, et c'est ce qui explique cet ensemble, les contraintes actuelles de la justice. Alors, tout d'abord en raison des différentes réformes. Depuis environ 20 ans, on constate il y a un véritable regain d'intérêt pour tout ce que l'on qualifie de modes alternatifs de règlement des conflits. Qu'il s'agisse aussi bien d'un côté de modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire dans un cadre strictement judiciaire, dans le cadre de la procédure, que les modes alternatifs de règlement des différends qui sont en dehors de tout cadre procédural. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire en dehors de tout ici contrainte judiciaire. Ce sont les modes extrajudiciaires de résolution des différends. Mais on a un véritable regain et quasiment toutes les réformes de la procédure civile depuis 20 ans contiennent une partie sur justement ces modes alternatifs de règlement des conflits en essayant à chaque fois de les simplifier, de les redynamiser, de favoriser l'attrait de ces modes. Et on peut le constater sur les lois de ces dernières années, par exemple sur la loi Justice du XXIe siècle, qui contenait un titre 2 ici, appelé « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ». Encore, de manière encore plus récente, si on s'attend à la suite des États généraux, le décret du 29 juillet 2023 a instauré, à compter du 1er novembre 2023, l'audience de règlement amiable ainsi que la césure. Donc on constate, toutes les réformes récentes finalement avaient leur volet relatif aux modes alternatifs de règlement des conflits. Et cette volonté de promouvoir une justice en dehors du juge d'une certaine manière a été marquée durant l'année 2024 par les ambassadeurs également de l'amiable. Monsieur Fabrice Vert notamment, magistrat, ainsi que Madame Nathalie Frissero, professeur de droit, se sont déplacés sur tout le territoire pour justement présenter les bienfaits de l'amiable et ils ont d'ailleurs remis un rapport en ce sens. Mais finalement, c'est plus en raison des contraintes actuelles de la justice que l'on a cet intérêt et que l'on a finalement ce sujet qui a été proposé au concours. En effet, vous le savez, la justice présente de nombreuses difficultés et notamment manque de moyens humains, certains, financiers évidemment, techniques, etc. Ces différentes difficultés ont pour conséquence un engorgement des tribunaux, les dossiers, les procédures s'allongent de plus en plus. Or, ici les décideurs essayent justement de promouvoir l'amiable pour essayer finalement de désengorger un petit peu les tribunaux. Et donc, à travers ces 3 points justement qui expliquent les raisons de ce sujet, nous avions par exemple appréhendé, dans le cadre d'un concours blanc l'année dernière avec nos élèves, le sujet, les modes alternatifs de règlement des conflits. On avait envisagé d'autres aussi, je pense à un sujet, la contractualisation de la procédure civile avait été appréhendé avec nos élèves pour que justement ils soient au fait d'un tel sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ici sur ce sujet de dissertation? À mon sens, il y avait 2 difficultés. Premièrement, omettre le juge. Et finalement, c'est la conséquence, c'est de tomber dans la récitation de cours. Quand je dis d'omettre le juge, en effet, il peut être très facile d'appréhender le sujet sous l'angle purement de l'amiable et de laisser un petit peu le juge à côté. C'est-à-dire d'envisager ici concrètement les règles techniques en matière de conciliation, en matière de médiation judiciaire et de complètement délaisser le juge. Voire pire encore, d'aller sur le terrain de la conciliation extrajudiciaire, médiation extrajudiciaire, voire même de la convention de procédure participative, et d'insister sur les règles techniques en la matière en omettant complètement le juge des développements. Or, ici au contraire, et cela figure même dans l'intitulé pour le rappeler encore aux candidats, il faut envisager le sujet, parce que l'on passe le NM, ça semble une évidence,
sous l'angle du juge. Et d'ailleurs, le sujet ici, finalement, est presque un sujet XY. C'est d'un côté le juge et d'un côté l'amiable. Le juge est-il affecté l'amiable et le juge va-t-il finalement affecter également une résolution amiable du litige? Est-ce qu'il peut en être, par exemple, aux origines? Il peut inciter les parties à rencontrer un conciliateur, à rencontrer un médiateur, etc. Bref, le juge peut être à l'initiative d'une telle résolution du conflit. Mais aussi, le juge peut intervenir, cette fois, à la fin du différend. Je pense par exemple à tout ce qui concerne l'homologation de l'accord. Là, ici, le juge va retrouver ici un intérêt que l'on aurait pu un petit peu laisser de côté. Donc ici, c'était vraiment le point le plus important à mon sens de ce sujet, c'était vraiment d'insister sur le juge et donc finalement de ne pas tomber dans la récitation de cours sur tous ces modes alternatifs de règlement de conflit et de finalement avoir ce sentiment de faire des mini-récitations de cours sur les différents points. Je pense par exemple à la convention de procédure participative, de faire une récitation de cours sans envisager le juge. On allait encore plus loin, sur la convention de procédure participative, de mise en état, et donc ici de ne même plus envisager le juge. Bref, les deux difficultés ici, à mon sens, étaient vraiment liées. En revanche, qu'est-ce qu'il convenait de faire? Et comme pour beaucoup de sujets ENM, il faut avoir des connaissances, ça semble une évidence. Mais ici, il fallait avoir en plus des connaissances, surtout une vision extrêmement large. Quand je dis une vision extrêmement large, c'est d'envisager vraiment tout le panel, toute l'offre des modes alternatifs de règlement des conflits qui sont proposés. J'ai une idée qui me vient en tête, je vous donnerai aussi, à travers les différents éléments à aborder, on pouvait tout à fait appréhender ici le règlement des petites créances qui, cette procédure est entre les mains des commissaires de justice, par exemple. Vous voyez, c'était un petit aspect, mais qui, à mon sens, permettait quand même de bien se démarquer des autres candidats. Et bien évidemment, il fallait avoir des connaissances, à mon sens, assez fines sur déjà la conciliation judiciaire, médiation judiciaire, mais également sur la conciliation extrajudiciaire et la médiation extrajudiciaire. Il fallait aussi avoir des connaissances à la frontière du droit substantiel. Je pense par exemple à tout le droit de la famille, c'est une matière où la médiation familiale joue un rôle extrêmement important. Donc il fallait vraiment, à mon sens, avoir une connaissance, on va dire large en tout cas, de tout le programme pour le concours de la magistrature. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Finalement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il fallait ici surtout tenir le raisonnement sous l'angle du juge. Et quand je dis qu'il fallait tenir le raisonnement sous l'angle du juge, il faut ici rattacher vos développements au juge. Par exemple, lorsqu'on envisage la conciliation judiciaire, préciser très nettement que le juge, déjà, c'est une de ses missions, article 21 du Code de procédure civile, c'est une des missions du juge, et donc il peut en être à l'initiative, il peut également concilier les parties, chercher à les concilier, et il va donner force, une nouvelle fois, à cette conciliation. Bref, ici, l'idée, c'était, et on le rappelle, on le met dans le titre, le juge et l'amiable, il fallait vraiment, ici, insister sur le juge. Ensuite, les derniers points, il faut de la méthode. En effet, il peut être, et c'est un petit peu la contrepartie de ce qu'il ne fallait pas faire, quand je disais de ne pas tomber dans la récitation de cours, ici, il faut de la méthode. Mais pourquoi il faut de la méthode? Aussi pour justement tenir le raisonnement, pour bien penser à exploiter déjà la jurisprudence, parce qu'on passe évidemment le concours de la magistrature, donc essayer d'articuler de la jurisprudence. Je pense qu'ici on pouvait notamment utiliser la jurisprudence dans le cadre des fins de non-recevoir, prévues par l'article 122, et les clauses préalables à la saisine du juge. Ici, on a pas mal de jurisprudence sur ce point. On pouvait l'exploiter ici. Mais surtout, la méthode nous permettait finalement de ne pas tomber dans les pièges. Ça nous permettait de ne pas omettre le rôle du juge et surtout l'objectif du juge. Ça nous permettait également de ne pas tomber dans la récitation de cours. En fait, il ne fallait surtout pas ici réciter son cours sur la conciliation ou même sur la médiation. Et il fallait bien évidemment à chaque fois rattacher ces développements à l'objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi finalement? C'est qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès en la matière. Donc ici, on reprend l'adage, et une fois de plus, aller encore un peu dans le sens de Moczulski en la matière, qui lui aussi voyait vraiment un intérêt tout particulier à ces modes alternatifs, c'est justement de la méthode pour tenir les raisonnements et surtout ne pas
tomber dans la récitation de cours. Alors, qu'est-ce que l'on pouvait envisager comme problématique? Finalement, c'est de dire que de manière extrêmement classique, de manière traditionnelle, et c'est le futur métier que vous envisagez, c'est justement que le litige se règle au sein des prétoires. C'est finalement un petit peu le modèle procédural français. On a d'un côté un demandeur, de l'autre un défendeur, et entre les deux, un tiers impartial, c'est la figure du juge. Donc ici, classiquement, finalement, ça semble assez étonnant qu'on vous pose ce sujet, le juge et l'amiable, dans la mesure où c'est le juge qui doit trancher le litige. Néanmoins, les modes pacifiques de règlement des conflits connaissent aujourd'hui un regain certain afin concrètement de réagir à l'accroissement des litiges. Et ici, on voit que depuis aussi quelques années, allez, depuis 20 ans, on voit très bien ici que nos gouvernants utilisent de plus en plus les règles techniques de la procédure pour essayer concrètement de lutter contre ce phénomène d'accroissement des litiges. Et utiliser les règles techniques de la procédure, ça passe notamment par tous ces modes amiables et notamment essayer de favoriser, ces dernières années par exemple, l'audience de règlement amiable, la césure, même la conciliation judiciaire, etc. À la suite de cette problématique, envisageons désormais les différents éléments à envisager au sein de votre développement dans le cadre de la dissertation. Ici, il fallait partir, et c'est extrêmement classique, aussi bien tant d'un point de vue du raisonnement juridique que de la démonstration, il fallait partir ici des principes en la matière, et donc de partir de l'article 21 du Code de procédure civile qui consacre les modes amiables judiciaires à travers la conciliation. En effet, article 21 du Code de procédure civile figure au sein des principes directeurs du procès, et un de ces principes, c'est qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Donc on voit bien ici qu'on avait une véritable consécration dans les principes directeurs, mais on pouvait aussi envisager la consécration au niveau international des modes amiables en la matière. Mais au-delà de cette consécration internationale, au-delà de cette consécration au titre des principes directeurs du procès, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a les articles 127 et suivants du Code de procédure civile qui, justement, développent la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire. Il suffisait de les envisager. On pouvait aussi envisager à cet égard-là l'audience de règlement amiable, mais aussi la césure du procès. Mais au-delà de cette consécration, au sein du principe directeur, du droit commun de la procédure, on a aussi désormais une incitation procédurale de recourir à un règlement amiable. Cette incitation procédurale se manifeste à travers cet article 750-1 du Code de procédure civile qui a connu, on peut le dire, une aventure extrêmement compliquée depuis son introduction le 1er janvier 2020 à la suite de la réforme de la procédure civile. Donc depuis le 1er janvier 2020, il est prévu que pour certains litiges inférieurs à un certain montant ou pour les litiges en matière de troubles anormaux de voisinage, il soit nécessaire de recourir, il est obligatoire de recourir à un préalable obligatoire à la saisine du juge qui est sanctionné par une fin de non-recevoir ici. Mais, et c'est vrai que c'était une mesure phare ici de la réforme de la procédure civile en 2019, cet article a connu une aventure extrêmement, on va dire, sinueuse, on peut dire, puisqu'il a ensuite été annulé, cet article-là, par le Conseil d'État, parce qu'il n'était pas suffisamment précis dans ses exceptions. Mais finalement, il a été réintroduit par voie de décret, et désormais, il est en vigueur. Désormais, donc pour certains litiges, il faut recourir à un mode amiable avant la saisine du juge. Ensuite, on a aussi une incitation procédurale au-delà des textes, de ces préalables légaux. On a également tout ce qui concerne les préalables dits conventionnels, cette fois, à la résolution du différend. En effet, on pense ici aux clauses préalables à la saisine du juge, qui sont une nouvelle fois sanctionnées sur le terrain de l'article 122 du Code de procédure civile, c'est-à-dire par une fin de non-recevoir. En effet, les parties sont libres de prévoir contractuellement une clause préalable à la saisine du juge. Et dans ce cas, ça signifie que les parties doivent préalablement saisir un conciliateur ou un médiateur avant de s'adresser au juge. Et là, je vous renvoie à toute la jurisprudence en la matière qui, désormais, admet très facilement le principe de ces clauses.
ce qui n'est en réalité rien d'autre ici qu'une consécration aussi de la force obligatoire, une transposition de la force obligatoire sous l'angle de la procédure civile. Mais au-delà de ça, au-delà de ces consécrations textuelles, on a aussi de nombreuses manifestations, et on a une véritable variété des modes judiciaires de résolution des litiges. Les plus traditionnels sont la conciliation judiciaire, menée par un conciliateur, qui cherche en théorie ici à concilier les parties, à rapprocher les prétentions des parties pour qu'elles trouvent une solution. Mais on a aussi la médiation judiciaire, où là, c'est plutôt le médiateur qui va entendre les prétentions des parties et leur proposer une solution. Mais on a aussi, au-delà de ça, et c'est là-dessus qu'il fallait insister, parce que c'est certainement ce qui a justifié le sujet, c'est l'audience de règlement amiable, qui cette fois est menée par le juge en dehors de son bureau, mais également la césure, qui va permettre finalement de couper un peu le procès sur le principe d'une condamnation, et après on laisse aux parties la possibilité de discuter ici des différents aspects. Ensuite, l'on a la concurrence. Maintenant, là, tout ce que je viens d'envisager, c'était plutôt la première partie, mais on a également une véritable concurrence des modes extrajudiciaires. Quand je dis concurrence, c'est-à-dire que ça a vocation à concurrencer d'une certaine manière la justice étatique. Et là, en réalité, la difficulté, c'est de ne pas tomber dans la récitation de cours ni dans l'effet catalogue. Ça va être donc d'utiliser ces différents modes pour démontrer qu'il y a une offre qui est extrêmement étendue dans le cadre des modes extrajudiciaires. À mon sens, le plus connu, bien évidemment, et là on revient sur le droit des contrats spéciaux, c'est tout d'abord la transaction. La transaction n'est rien d'autre, finalement, qu'une résolution amiable, contractuelle, du différend. Mais on a aussi la conciliation dite extrajudiciaire, la médiation également extrajudiciaire, ou alors la convention de procédure participative entre les mains des avocats, ou encore la convention de procédure participative, cette fois de mise en état de l'affaire, c'est-à-dire qu'on va externaliser cette partie de la procédure, cette étape de la procédure, qui est la mise en état, on va l'externaliser ici entre les mains des avocats. Mais on pouvait aller encore un petit peu plus loin ici et envisager notamment la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances entre les mains des commissaires de justice. On pouvait encore aller un tout petit peu plus loin, c'est sur la question de l'arbitrage. Néanmoins, quel que soit ce mode extrajudiciaire, et c'était là, je pense, on pouvait récupérer de nombreux points et se démarquer des nombreux autres candidats, c'est qu'il est nécessaire que le juge intervienne ici afin d'homologuer l'accord. Et là, je vous renvoie aux articles 1565 et suivants du Code de procédure civile en la matière. Finalement, qu'est-ce que l'on peut dire dans le cadre de ce sujet de dissertation ? Ce n'était pas un sujet en soi extrêmement difficile, mais c'était un sujet qui réclamait des connaissances, à mon avis, et une bonne dose de méthode. D'où la conclusion des connaissances, savoir utiliser son code de procédure civile et son code civil, et de la méthode. Des connaissances, je viens de vous donner les différents éléments de fond à appréhender, et vous voyez qu'on pouvait avoir une vision extrêmement large de l'amiable en utilisant notamment les règles qui figurent au sein du code civil. Je pense à la transaction, par exemple, ou à tout ce qui concernait également la médiation familiale. Donc, toujours avoir cette vision extrêmement large des sujets qui sont proposés à l'ENM permet justement, à mon sens, d'éviter un petit peu aussi les récitations de cours. Mais surtout, deuxième élément en titre de conclusion, c'est qu'il faut savoir utiliser son code de procédure civile et son code civil. En effet, ici, je vous propose que des éléments de correction, mais il fallait aller un petit peu plus loin et notamment exploiter la jurisprudence. Je vous ai évoqué notamment la jurisprudence en matière de clause préalable à la saisine du juge, mais on pouvait aussi exploiter d'autres jurisprudences. Je pense par exemple à la jurisprudence en matière de transaction, car les textes étaient assez imprécis en la matière, et c'est surtout la jurisprudence qui est venue clarifier la notion de transaction, et notamment cette idée de concession réciproque. C'est une œuvre jurisprudentielle. Enfin, il fallait ici pour ce sujet beaucoup de méthodes pour toujours revenir au juge et toujours rattacher ces développements à l'objectif poursuivi finalement qui est une meilleure administration de la justice.
J'en ai donc terminé avec ces éléments de correction et je vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de la préparation de votre concours. Au revoir.